Bonjour à tous. Je vois que certains ont déjà commencé à expérimenter le module questions-réponses. Merci de nous rejoindre pour cette session sur Zoom et la sécurité. Je parlais du module de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans ce module de questions-réponses pendant toute la durée de la session. J'ai une équipe avec moi ici qui se chargera de répondre à certaines d'entre elles et je prendrai également en charge quelques questions à la fin de la session. Je me présente Pierre Kraevski, ingénieur solution chez Zoom. J'adresse avec nos équipes commerciales l'ensemble du portfolio de solutions que propose Zoom, que ce soit du meeting, de la téléphonie, du Zoom Event, voilà, l'ensemble de nos produits. Et nous sommes ici aujourd'hui pour parler de sécurité et dont voici l'agenda. La sécurité au cœur de Zoom, comment est-ce que Zoom implémente au sein de ses processus internes les principes de sécurité, la sécurité de la plateforme en tant que telle, avant de pouvoir ensuite se plonger un peu plus profondément dans la sécurité autour des réunions, avant, pendant, après, et ainsi que les certifications. On verra également quelques nouveautés à venir avant de conclure par les ressources que l'on vous met à disposition. La sécurité ancrée dans le cycle de développement, Zoom implémente des procédures de sécurité tout au long de la conception et de la production du développement de ces solutions. Donc, au niveau de la conception, on va mettre en place des modélisations de la menace. On va également établir des besoins de sécurité qui sont nécessaires pour pallier justement ces menaces. On va également identifier les risques pour pouvoir avoir des moyens de réponse proportionnels. Et on va transmettre tout cela évidemment ensuite à la phase de développement avec des guides, des extraits de code sécurisés pour pouvoir permettre de faciliter la phase de développement. Une fois que le développement est fait, on va scanner le code source tout en utilisant lors de l'implémentation des outils de CI/CD qui vont permettre justement de ne rien casser pendant la phase de développement. Lors de la phase de test, on va évidemment compléter les scans sources, les scans du code source par de la revue par des pairs. En fait, on va faire relire le code source par des pairs pour s'assurer que nous n'avons rien oublié. Évidemment, les scans automatiques ayant leurs limites. Et on va également lancer des batteries de tests automatisées basées sur les principales vulnérabilités qui sont connues sur les outils du web. Lors du déploiement, on va s'assurer que la configuration, le paramétrage de la solution correspond bien à ce qui a été identifié lors de la phase de conception. On va surveiller évidemment l'intégrité de ce qui a été déployé par rapport à ce qui a été développé et conçu, pour simplement valider que tous les prérequis sont bien validés. Lors de la phase de production, évidemment, on va continuer à superviser la solution et surtout à continuer à avoir de la veille sur l'état de l'art de la menace, ce qui va nous permettre d'alimenter des nouvelles modélisations de ces menaces-là avant de reboucler sur un nouveau cycle de conception. Donc tout cela, en fait, je parlais de cycle. En réalité, on a évidemment des cycles qui sont en parallèle et tout ça, c'est quelque chose qui se fait en continu. L'ensemble de ces phases-là sont systématiquement paralysées. Lorsque la phase de conception est terminée, évidemment, on passe la main au développement, mais les équipes de conception reprennent du travail sur des nouvelles fonctionnalités qui sont conçues en même temps que celles déjà conçues sont en développement. On a également une politique de sécurité offensive, c'est-à-dire que nous soumettons notre solution, notre plateforme, à des attaques de ce qu'on appelle des red teams. C'est des hackers éthiques, en fin de compte, qui sont là de façon contractuelle et qui viennent attaquer notre plateforme dans les conditions du réel et qui mettent à l'épreuve nos équipes de sécurité et notre solution. Les équipes de sécurité, en général interne, c'est ce qu'on appelle les blue teams, c'est les équipes qui répondent aux attaques. Ce qui fait le lien entre les deux, c'est les Purple Team. La Purple Team va simplement faire, comme je viens de le dire, c'est un mélange de rouge et de bleu, c'est pour ça que ça devient purple, donc violet en français. Euh, ils vont faire le lien, c'est-à-dire une fois que la phase d'attaque, la simulation d'attaque en tout cas, a été menée, on va expliquer qu'est-ce qui peut être amélioré au niveau de nos équipes de sécurité et également, en fonction des réponses que nous avons apportées, il y a un retour qui est réalisé à l'équipe des attaquants, la Red Team, pour pouvoir améliorer leur processus d'attaque et pouvoir évidemment améliorer la performance de leurs attaques a posteriori dans des futurs tests. Pour éviter également ce qui ce qui s'est passé il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans maintenant,
on a mis en place une politique de bug bounty. C'est pour cela qu'il y a eu des failles, en tout cas beaucoup d'encre qui a coulé dans la presse, enfin des vulnérabilités plutôt que des failles, qui ont été identifiées chez Zoom, enfin, qui ont été tout de suite rendues publiques. Les failles, ça existe, c'est dans toutes les solutions. Aucune solution n'est parfaite. L'idée, c'est de pouvoir l'identifier, de pouvoir répondre à temps à ces vulnérabilités. Pour cela, nous avons mis en place ce système de bug bounty qui incite financièrement les attaquants à se comporter selon les règles les règles de divulgation responsable. Ces règles-là n'autorisent pas les attaquants à divulguer ces informations si on respecte les délais de réactivité qui sont marqués ici, c'est-à-dire on accuse réception de la suggestion, de la proposition des chercheurs en cybersécurité sur l'éventuelle faille ou vulnérabilité qu'ils ont trouvée chez nous. Donc, on s'engage à répondre en une journée. On confirme qu'il s'agit bien d'une vulnérabilité sous 30 jours. Et on s'engage également à résoudre le problème sous 180 jours. Si un seul de ces jalons n'est pas respecté, le hacker éthique est autorisé à divulguer ces informations de façon publique, ce qui du coup nous incite évidemment à respecter cette réactivité et nos engagements. Avant de plonger dans la partie solution et plateforme, je tiens à rappeler simplement les principes de sécurité. Donc, beaucoup d'entre vous sont certainement déjà au fait de ce triptyque-là, qu'on appelle en anglais CIA pour confidentialité, intégrité et disponibilité. Disponibilité, availability en anglais. La confidentialité qui garantit que seules les personnes autorisées à recevoir un message y ont accès et personne d'autre. L'intégrité, c'est ce qui va permettre d'authentifier un message en gros, personne n'a pu altérer le message et le message est bien issu de la personne qu'elle prétend être. Et également la disponibilité, toutes les informations sont disponibles à tout temps. Pour cette dernière partie, la disponibilité, on a en place une infrastructure mondiale avec des data centers répartis sur le globe. Des data centers évidemment en Europe, mais également partout dans le monde, ce qui permet évidemment, lorsque un de ces data centers tombe en panne, de pouvoir basculer sur un autre, de sorte à avoir de la haute disponibilité en permanence. C'est également quelque chose qui va vous permettre de réduire les temps de latence. C'est-à-dire que chaque personne va se connecter au data center le plus proche de chez lui pour pouvoir diminuer les temps de latence. Et évidemment, les informations derrière transitent à travers notre backbone, ce qui va permettre justement d'améliorer l'expérience. Donc ça, c'est une amélioration de l'expérience, mais également de rendre l'expérience disponible. C'est-à-dire que si quelqu'un essaie de se connecter depuis l'Asie sur un data center européen, ça pourrait poser quelques soucis au niveau de la latence, au niveau de la compréhension, ce qui pourrait, en fin de compte, impacter le sentiment, en tout cas, de disponibilité de la solution. Également, au niveau de la disponibilité, nous traquons les fuites d'informations sur vos réunions, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si quelqu'un partage le lien vers votre réunion avec le mot de passe vers cette réunion, l'administrateur de votre compte sera averti et pourra vous suggérer des actions en conséquence pour respecter les meilleurs préceptes de sécurité. Beaucoup d'expériences d'intrusion dans des réunions ont eu lieu à cause de ce type de comportement-là. C'est la raison pour laquelle nous avons implémenté ça. Ça reste dans la disponibilité parce qu'évidemment, si quelqu'un vient dans votre réunion et prend tout le temps de parole, partage du contenu qui n'a rien à voir avec votre présentation ou votre réunion, évidemment, ça crée une indisponibilité de votre réunion, en tout cas du sujet dont vous vouliez traiter dans votre réunion. Le contrôle d'accès, là, on va être un petit peu sur la confidentialité. Qui a accès à quoi? Les permissions, je vais commencer par les permissions de groupe. Un utilisateur va avoir la possibilité d'avoir plusieurs droits. Est-ce qu'on va vouloir autoriser d'entrer dans une réunion avant que l'organisateur de cette réunion-là ne soit présent? Est-ce qu'on va obliger d'avoir une salle d'attente ou est-ce qu'on va plutôt partir sur des mots de passe dans les réunions? Donc, toutes ces permissions-là peuvent être gérées au niveau d'un utilisateur, elles peuvent être gérées au niveau d'un groupe d'utilisateurs ou au niveau de l'ensemble des utilisateurs de votre compte. Et qui va pouvoir éditer justement ces paramètres?
ça va être des administrateurs ou ou le propriétaire, le titulaire du compte, de votre environnement. Le propriétaire, c'est celui pour lequel le contrat a été signé, donc il va avoir l'intégralité des droits sur l'environnement. Les administrateurs, eux, vont avoir accès soit à l'ensemble des mêmes fonctionnalités, en tout cas des mêmes droits que le propriétaire, ou alors seulement une partie de ces droits-là. Tout cela, c'est gérable et on va pouvoir avoir plusieurs niveaux d'administrateurs, des administrateurs uniquement qui vont s'occuper des salles de visioconférence, d'autres qui vont s'occuper des utilisateurs, d'autres qui vont s'occuper de la téléphonie ou un mix de l'ensemble de ces autorisations. On va également avoir des personnes qui vont avoir des accès en lecture seule, typiquement des auditeurs qui vont vérifier que la politique de sécurité de l'organisation est bien appliquée au niveau de l'outil Zoom, et ensuite les simples membres qui, eux, se font appliquer évidemment les permissions, qui n'ont pas le droit de lecture, qui sont simplement des utilisateurs lambda. Euh, L'authentification double facteur, c'est quelque chose qui nous est beaucoup demandé. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui avec Zoom nativement. Quand vous vous connectez avec un login mot de passe qui a été communiqué à Zoom, donc votre adresse email et le mot de passe que vous avez renseigné sur votre compte Zoom, vous avez la possibilité d'ajouter une authentification à double facteur avec une authentification via un code, une application de type Google Authenticator ou Microsoft Authenticator. Voilà, c'est ce type d'usage-là, enfin, ce type d'outil-là que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir synchroniser, enfin, pour les synchroniser ou via le SMS. Donc, les deux sont possibles, soit ces applications-là, soit le SMS, pour pouvoir entrer un deuxième facteur d'authentification. Évidemment, la plupart des organisations, lorsqu'elles implémentent des systèmes d'authentification fortes, vont plutôt passer via leur SSO, qui globalise en fait la même politique de sécurité sur l'ensemble de ces outils. Donc, on va passer par un fournisseur d'identité. On utilise du SAML 2.0 pour pouvoir faire cette synchronisation, cette fédération d'identité. Comment est-ce que ça se passe? Très rapidement, lorsqu'un utilisateur souhaite se connecter à Zoom, on va le rediriger vers son fournisseur d'identité qui va lui fournir une sorte de passeport, un jeton d'authentification signé par le fournisseur d'identité que l'utilisateur va ensuite nous retransmettre à nouveau. De cette façon-là, nous, on va vérifier que le jeton correspond bien à l'utilisateur que cet utilisateur prétend être et que le jeton d'authentification est bien signé par le fournisseur d'identité qui nous a été communiqué auparavant. Donc, on va vérifier que la signature correspond bien à celle que nous avons. Donc, c'est un système de signature électronique. De cette façon-là, l'authentification est déportée de Zoom, elle est centralisée au niveau de votre fournisseur d'identité. Et évidemment, vu que c'est votre fournisseur d'identité qui va émettre le jeton d'authentification, donc l'autorisation de s'authentifier chez Zoom, vous allez pouvoir émettre l'intégralité des règles d'authentification que vous avez sur votre fournisseur d'identité, l'IDP. On s'intègre avec de multiples IDP, du SAML 2.0, donc tout ce qui supporte du SAML 2.0 sera supporté, mais notamment, enfin, pour en nommer quelques-uns, Okta, Ping Identity, Azure Active Directory, Active Directory on-premise ou Shibboleth pour les plus utilisés. On va également avoir la possibilité de synchroniser les identités via ce qu'on appelle Scheme, qui permet de faire de la création, de la suppression et de la mise à jour des utilisateurs pour systématiquement refléter l'annuaire que votre fournisseur d'identité peut nous fournir. Euh, pour maintenant entrer dans les réunions. Avant la réunion, vous avez la possibilité d'activer plusieurs éléments, notamment l'inscription. L'inscription, a priori, vous l'avez fait vous avez fait une inscription pour vous connecter à ce webinaire-là, donc vous savez de quoi il s'agit. Comment est-ce que ça peut être ajouté dans un mécanisme de sécurité? Simplement en validant les personnes inscrites. Là, aujourd'hui, on est parti sur une validation automatique. Donc, tous ceux qui ont choisi de s'inscrire à cette réunion-là ont reçu un lien pour se connecter à ce webinaire. Mais si on est dans le cadre d'une réunion confidentielle, on peut forcer les personnes à s'inscrire et valider manuellement les personnes que l'on autorisera à se connecter à cette réunion. On peut également associer à cette inscription des méthodes d'authentification renforcées. Donc, avant de se connecter à une réunion, on va demander à chaque utilisateur de se connecter avec son compte Zoom et de s'authentifier, et avoir un moyen d'authentification supplémentaire. On peut, par exemple, filtrer par domaine, c'est-à-dire que on va autoriser uniquement des personnes d'un certain nombre de domaines, avec un certain nombre de domaines dans leur email, à se connecter à la réunion. Mais le moyen le plus fort, c'est également d'avoir du filtrage par SSO.
Donc, c'est pas le même SSO que pour se connecter à votre environnement. C'est un deuxième SSO, un deuxième filtrage, et vous pouvez en avoir plusieurs, voire plusieurs annuaires, pour n'autoriser que des personnes spécifiques à se connecter à votre environnement. On reviendra un tout petit peu plus tard sur ce sujet-là. Euh, la salle d'attente, évidemment, vous allez pouvoir demander, avant que quelqu'un entre dans une réunion, de s'authentifier, de, par exemple, donner un mot de passe qui a été communiqué par téléphone auparavant ou par un autre biais, en tout cas, un autre canal, vérifier que la personne est bien celle dont il s'agit, euh, et surtout exclure, en fait, toutes les personnes qui n'ont pas été invitées, ce qui, normalement, ne devrait pas arriver, évidemment, si vous avez fait l'inscription au préalable. Et surtout, si je reviens sur la partie SSO, on a la possibilité justement d'intégrer plusieurs groupes. Là, je vais prendre un exemple d'une filiale qui fait partie d'un plus grand groupe et qui travaille avec des partenaires. Si on veut gérer une réunion uniquement interne à la filiale, on va utiliser un SSO qui va, enfin un groupe SSO qui va uniquement authentifier ces personnes, qui va n'autoriser à s'authentifier que les personnes internes à la filiale. C'est ce qu'on voit en bleu sur le schéma ici. Dès qu'on va vouloir autoriser la réunion à l'ensemble du groupe, on va plutôt prendre quelque chose qui s'appellera interne groupe, par exemple, qui est écrit en noir. Et si on veut ouvrir plus généralement à l'ensemble du groupe et aux partenaires, on prendra plutôt gris. Je vais passer sur l'orange, c'est la même idée, mais uniquement pour les filiales et les partenaires. Euh, Là, c'est des noms arbitraires que j'ai décidé de choisir. Si je reprends la même chose pour le monde de l'éducation, on va avoir la possibilité d'avoir des intervenants externes qui vont pouvoir se combiner avec des enseignants et des élèves. Dans le cadre d'une préparation, d'une intervention externe, je vais pouvoir avoir le groupe en orange qui va être mis à contribution pour une réunion. Et lorsque ces intervenants vont vouloir animer une réunion avec mes élèves ou les étudiants, je vais avoir la possibilité de prendre plutôt le groupe en gris qui autorisera et les intervenants et les enseignants et les étudiants à se connecter à la réunion. Donc là, vraiment, c'est votre système d'authentification, votre SSO qui va permettre à toute personne interne ou externe de s'authentifier sans que cette personne-là, enfin, externe, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas nécessairement besoin d'avoir un compte sur votre environnement. Encore une fois, c'est un SSO qui va simplement authentifier la personne, qui sera obligée de se connecter avec son compte Zoom, mais qui n'est pas obligé d'avoir de SSO sur son compte. Il va simplement devoir s'authentifier sur le SSO que vous mettrez à sa disposition. Pour compléter ce niveau de confidentialité, on va également pouvoir activer du chiffrement de bout en bout. La différence principale avec le chiffrement avancé, ça va être que la clé de chiffrement va être générée par l'organisateur de la réunion et non pas par nos serveurs. Ce qui, de fait, rend impossible tout déchiffrement de la réunion par des personnes à l'intérieur de Zoom. Euh, voilà, enfin, pour les personnes qui se posent la question, le chiffrement, enfin, la communication de la clé de chiffrement, c'est une clé de chiffrement symétrique pour des raisons de performance en termes de vidéo, de chiffrement, de déchiffrement de la vidéo et de l'audio. Mais la négociation, en tout cas la communication de cette clé-là, se fait via des canaux qui, eux, sont négociés via du Diffie-Hellman entre chaque participant et l'organisateur de la réunion. De cette façon-là, Zoom n'a pas la possibilité d'intercepter ces clés. Et pour vérifier évidemment que cette clé a été correctement communiquée, qu'elle n'a pas été interceptée, chaque personne aura la possibilité d'avoir un code de vérification, ce qu'on voit sur l'écran de droite ici. Au début de la réunion, l'organisateur sera invité à communiquer ce code de vérification à l'ensemble des participants. Et si un participant voit qu'il n'a pas le même code sur son écran que l'organisateur est en train de nommer, c'est que la communication est interceptée au milieu. Donc, il va falloir arrêter la réunion, la relancer, évidemment le signaler au support de Zoom pour nous indiquer qu'il y a éventuellement une interception qui s'est réalisée pour que nous puissions mener des investigations. Avant la réunion, on va pouvoir simplement sélectionner le chiffrement de bout en bout au lieu d'avoir le chiffrement avancé qui est celui sélectionné par défaut. Ce que j'ai oublié de mentionner effectivement sur le slide précédent, c'est simplement que le chiffrement de bout en bout étant un protocole qui nécessite des échanges de clés de façon particulière, ça rend de fait incompatible des systèmes comme le SIP H323 ou les numéros de téléphone pour pouvoir rejoindre la réunion, simplement parce qu'il s'agit de terminaux qui ne supportent pas le chiffrement de bout en bout. Il n'y a pas dans les protocoles, enfin le téléphone n'est pas chiffré du tout, et le SIP H323 certes supporte du chiffrement, mais pas de bout en bout.
J'ajouterai un dernier élément avant de passer sur le slide suivant, c'est que évidemment, sélectionner tout l'ensemble de ces paramètres-là peut être assez fastidieux pour un utilisateur. On a la possibilité évidemment de créer des templates pour pouvoir organiser des niveaux de confidentialité en accord avec votre direction de la sécurité, avec votre RSSI, en des niveaux par exemple C1, C2, C3, enfin, des niveaux de confidentialité, C3 étant le niveau de confidentialité le plus élevé, ou inversement en fonction du niveau de classification qui a été organisé enfin, qui a été fait par votre RSSI. Si on est sur le niveau de confidentialité le plus élevé, on va avoir les inscriptions obligatoires, avec validation manuelle évidemment, le chiffrement de bout en bout et la connexion via SSO, validation de l'identité par SSO. Si on est quelque chose de plutôt C2, on ne va pas nécessairement nécessiter le chiffrement de bout en bout, mais on va plutôt avoir l'authentification des utilisateurs qui vont être nécessaires pour se connecter. Voilà. Encore une fois, les règles à établir avec votre RSSI. Et tout cela peut être rendu beaucoup plus intelligible pour vos utilisateurs qu'une suite de paramètres que l'on vient de voir aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, c'est plutôt de vous faire un aperçu, de vous offrir un aperçu de l'ensemble des paramètres qui sont disponibles et que vous allez pouvoir mettre en place avec votre direction sécurité. Pour en finir avec le chiffrement de bout en bout, on l'a également implémenté fin d'année dernière ou au début de cette année, j'ai plus la date exacte, mais pour Zoom Phone. Donc aujourd'hui, lorsque vous initiez un appel téléphonique depuis un téléphone Zoom ou depuis votre client Zoom Phone, enfin client Zoom sur ordinateur ou sur mobile, vous allez pouvoir activer le chiffrement de bout en bout pendant l'appel. Escalader simplement en chiffrement de bout en bout. Pourquoi est-ce qu'on ne l'active pas par défaut lors de l'appel? Simplement parce que lorsqu'on appelle quelqu'un, on ne sait pas nécessairement depuis quel type de terminal il va décrocher. Il va potentiellement décrocher depuis son mobile personnel parce qu'il a fait un transfert d'appel. Et dans ce cas-là, on ne pourra simplement pas activer le chiffrement de bout en bout. Donc, je vous ai décrit comment est-ce que fonctionnait notre solution, comment est-ce qu'on gère les clés de chiffrement, comment est-ce que notre client les gère également, comment est-ce que notre client vous permet de vérifier qu'il n'y a pas d'interception des appels qui sont chiffrés de bout en bout. Évidemment, il ne faut pas forcément nous croire que sur parole. Nous avons également des organismes de certification tiers indépendants qui ont certifié notre solution. Nous sommes assez fiers aujourd'hui d'être certifiés ISO 27001 qui certifie notre organisation, en fait, la façon dont nous gérons les clés, notre infrastructure, la confidentialité des données, la ségrégation de nos clients. Donc toute cette partie-là. Et elle est complétée également par la partie Common Criteria, les critères communs en français, qui eux certifient le client Zoom. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est totalement complémentaire. Donc quand on vous dit que la vérification, le verification code qu'on en avait vu tout à l'heure, permet de valider qu'il n'y a pas d'interception par un man in the middle lors d'une communication chiffrée de bout en bout, le Common Criteria vient certifier que notre client se comporte bien tel que nous l'avons décrit. Et ISO 27001, lui, va permettre effectivement de certifier que lors d'un chiffrement avancé, lors d'un chiffrement classique, on efface bien, par exemple, les clés à la fin d'une réunion, qu'elles ne sont pas conservées pour pouvoir intercepter ces réunions ou déchiffrer des réunions qui ont été capturées à votre insu. Voilà. Donc vous avez quelque chose qui est complet. On respecte également les principes de SOC 2 dans nos équipes opérationnelles de sécurité. Et on a également l'attestation STAR Level 2 qui permet de compléter l'ensemble de ces informations. Également une information tombée la semaine dernière, dont nous sommes assez fiers. Il y a toute une discussion, on le sait, autour de la confidentialité des données personnelles. C'est enfin, tout ce qui est la réglementation au niveau du RGPD. Et on évalue en fait cette conformité avec ce qu'on appelle un DPIA, qui est un nom anglais qui veut simplement dire l'analyse d'impact sur la protection des données. C'est simplement un rapport d'évaluation de la conformité par rapport au règlement, à la réglementation générale sur la protection des données. Euh, Ça a été, enfin, on a obtenu, enfin, on a un DPIA aujourd'hui qui a été réalisé par un organisme public des Pays-Bas
qui sont assez drastiques en fin de compte. Alors, en Union européenne, on a deux pays qui se démarquent particulièrement. La France n'est pas en reste, mais elle se situe plutôt en troisième position de ce côté-là. Mais les leaders plutôt vont être au niveau des Pays-Bas et de l'Allemagne. L'Allemagne pour d'autres raisons, mais les Pays-Bas sont très regardants sur justement la protection des données personnelles et obligent l'intégralité des fournisseurs de services cloud à passer à travers un DPIA avant de pouvoir souscrire à ces services-là au niveau des organismes publics. Donc, on a fait cet effort-là avec Surf, qui est l'organisme public chargé des solutions IT pour le monde de l'enseignement et de la recherche aux Pays-Bas. Donc, qui dit recherche dit données assez sensibles partagées. Et nous avons satisfait leurs exigences. Et également, on a mis en place une roadmap pour pouvoir implémenter des améliorations à suivre. Comment nous y sommes pris? Nous avons passé de nombreuses heures en fait à collaborer avec Surf justement pour comprendre leurs besoins, comprendre leurs prérequis, et on s'est mis d'accord sur les changements techniques à opérer. Que nous avons rendus contractuels, nous sommes engagés à les apporter. Donc, qu'il s'agisse de changements techniques ou organisationnels de notre côté. Et nous sommes engagés à les implémenter d'ici fin 2022. Donc tout ça, c'est disponible. Vous avez le lien en bas à gauche de ce slide pour pouvoir lire l'article, avoir le détail également des engagements que nous avons pris. Vous aurez également un lien vers le DPIA néerlandais. En quoi est-ce important pour vous, en quoi est-ce important en France? Simplement parce que comme c'est un organisme public qui traite notamment de données sensibles, je l'ai mentionné, notamment les données au niveau de la recherche, euh, ils ont publié ce DPIA en néerlandais, ça va pas être très utile, mais également en anglais, qui va vous permettre de vous faciliter la vie pour reprendre les études et les recommandations en termes d'usage également de la solution qui ont été préconisées par cet organisme public des Pays-Bas. On va continuer. Je le répète, on est assez fiers de cette partie-là. Et encore une fois, on espère que cette partie fournie par cet organisme public des Pays-Bas va vous aider à implémenter les réglementations au niveau du RGPD, en tout cas satisfaire ces prérequis. Je reviens rapidement sur les fonctionnalités maintenant de Zoom. Lors d'une réunion, vous avez la possibilité de signaler à un utilisateur qu'il y aurait un mauvais comportement. Vous avez le bouclier de sécurité que l'on voit ici, qui va vous permettre d'avoir accès à plein de fonctionnalités comme verrouiller la réunion pour empêcher toute nouvelle personne d'entrer dans la réunion, activer, désactiver la salle d'attente si jamais elle n'était pas activée par défaut, désactiver l'ensemble des micros, désactiver les chats privés, voilà. Toute une batterie de possibilités qui vont vous permettre d'administrer ce qui est partagé lors de la réunion. Une nouvelle fonctionnalité également qui arrive, on ne la voit pas ici, mais on aura également un bouton rouge tout en bas, juste en dessous de signaler l'utilisateur, qui va permettre de couper toute interaction entre les participants à une réunion. Si malgré tous les mécanismes de prévention que vous avez mis en place, une personne mal intentionnée se connecte à votre réunion et détourner la réunion de son usage premier en partageant du contenu inapproprié, vous avez la possibilité de désactiver complètement toutes les interactions, de supprimer, enfin d'exclure cette personne-là de la réunion de façon beaucoup plus sereine. Donc vous prenez le temps, vous avez plus le temps d'identifier la personne, éventuellement de la signaler auprès de Zoom pour que nous prenions les mesures nécessaires. Et surtout, on fait tout cela sans craindre qu'une information confidentielle ne fuite, que cette personne-là ne continue à déranger votre réunion, etc. Et je disais prévenir les fuites. On a également un autre moyen de prévenir les fuites, y compris pour les personnes qui sont autorisées à participer à une réunion. Vous voulez, par exemple, vous avez une réunion très confidentielle qui va parler de données sensibles sur votre organisation. Vous ne voulez pas que ces données fuitent. Évidemment, on va pas pouvoir prévenir les fuites, mais en revanche, on va pouvoir dissuader les participants à cette réunion de faire fuiter ces données-là. Pour cela, on a des réunions qui ont, sur les réunions, on va pouvoir mettre des filigranes sur les vidéos, donc sur les vidéos, sur les vignettes des participants, sur le partage d'écran également. Et on va pouvoir également avoir l'équivalent d'une filigrane, mais plutôt une signature audio au niveau de l'audio qui est partagé dans la réunion.
Pour information, nous avons fait des tests également d'enregistrement, enfin des tests de distorsion de cette signature audio en prenant un ordinateur portable. On utilise les haut-parleurs de cet ordinateur portable-là et on enregistre l'audio via un iPhone, via un micro d'iPhone, et on arrive également, dans ces cas-là, à retrouver la signature audio. Je dis pas que enfin, qu'on arrivera systématiquement à le faire. En tout cas, lors de nos tests, on a réussi à le faire, ce qui prouve la résilience par rapport aux distorsions que l'on pourrait avoir lors du signal, y compris lorsqu'il est enregistré de façon détournée et pas directement depuis la machine qui sert à écouter, en tout cas regarder, à participer à la réunion. Euh, Encore plus à venir, les innovations à venir. Ça a été annoncé lors de Zoomtopia, mais il n'y a peut-être pas assisté. Ce n'est qu'un extrait de ce qui va arriver. Certaines innovations vont arriver et n'ont pas nécessairement été annoncées lors de Zoomtopia. Je ne vais donc pas nécessairement parler. Je vous laisserai découvrir la surprise un peu plus tard dans l'année. Euh, mais notamment les deux choses qui ont été mentionné lors de ce Zoomtopia, c'est le Bring Your Own Key qui permettra à nos clients de gérer leur propre clé de chiffrement pour tout ce qui est contenu enregistré. Donc, quand je dis contenu enregistré, c'est-à-dire tout ce qui est messagerie vocale, par exemple, tout ce qui est enregistrement de réunions, de webinaires, donc tout le contenu qui sera enregistré et stocké chez Zoom sera chiffré avec une clé qui sera fournie par le KMS, KMS, Key Management System, donc le gestionnaire de clés de chiffrement, qui sera choisi par le client. Également, on va élaborer un peu plus la vérification d'identité. Donc, j'avais parlé tout à l'heure du SSO qui nécessite enfin, qui rend obligatoire l'authentification d'un utilisateur avant de se connecter à une réunion. On va également avoir la possibilité de vérifier des identités de personnes dont on ne maîtrise pas nécessairement l'identité. Donc là, c'est la prochaine étape. Toute l'explication est disponible dans notre white paper disponible publiquement sur notre GitHub. Vous pouvez retrouver également depuis notre Trust Center ou depuis notre blog Zoom. Euh, la principale différence par rapport au SSO que l'on connaît aujourd'hui, typiquement aujourd'hui, vous devez renseigner vous-même dans votre SSO les participants externes, alors que vous ne les connaissez pas nécessairement. Demain, vous aurez la possibilité d'avoir une authentification supplémentaire qui sera, elle, gérée par les participants eux-mêmes. Vous aurez un macaron qui apparaîtra à côté du nom du participant, qui validera si cette personne-là est bien, enfin, qui partagera certaines données certifiées par leur fournisseur d'identité, notamment leur nom de domaine, leur nom, leur prénom, leur adresse email éventuellement. Enfin, on pourra choisir également quelles sont les données nécessaires et obligatoires pour pouvoir participer à une réunion. Donc, c'est des choses à venir. On organisera probablement notre webinaire pour expliquer un peu plus en détail ces choses-là lorsqu'elles seront mises à disposition. Mais voilà ce que je peux vous en dire pour l'instant. Restez connectés, ça arrive bientôt. Pour finir, quelques liens utiles. Notre centre d'aide, évidemment, support.zoom.us. C'est là-dessus que vous allez trouver toutes les questions sur l'usage, les, euh, sur également des documentations techniques à propos de notre solution. Le Trust Center qui va vous permettre d'avoir des informations supplémentaires sur la sécurité, notamment des informations supplémentaires sur notre programme de Bug Bounty, nos bulletin de sécurité et notre rapport de transparence qui concerne les demandes gouvernementales d'accès, enfin, les requêtes gouvernementales d'accès aux données que Zoom détient. Également notre blog Zoom qui lui, a également une section dédiée à la partie sécurité. Je vous recommande plutôt la partie anglophone, malgré le fait que enfin, on a également une partie francophone, on s'efforce de la maintenir à jour, elle est assez fournie également, mais c'est vrai que la plupart des articles sont d'abord publiés en anglais avant d'être publiés en français, donc si vous voulez vraiment voir les dernières informations, regardez-le en anglais. L'article sur le DPIA, évidemment, on travaille à le mettre en français, mais il est pour l'instant disponible uniquement en anglais. Donc, vous avez le lien, vous pourrez le consulter si vous le souhaitez. Encore une fois, le DPIA est disponible uniquement en néerlandais et en français. Donc, de toute façon, ça faisait du sens de le publier d'abord en anglais sur notre blog. Merci beaucoup. On va maintenant passer aux questions-réponses si vous en avez qui n'ont pas été auxquelles on n'a pas trouvé de réponse pour l'instant. Je vois par exemple une question sur le chiffon de bout en bout. Est-ce que
toutes les fonctionnalités sont disponibles lorsqu'on est en chiffrement de bout en bout. Euh, oui, enfin la plupart, comme je l'avais indiqué, on a une limitation au niveau des passerelles d'interopérabilité qui concernent la téléphonie, le SIP et l'H323. Tout le reste sera disponible et on chiffre évidemment de bout en bout le chat, le partage d'écran, les réactions. On a la possibilité d'avoir des réactions, des pouces en l'air, pouces en bas, des cœurs, bref, des applaudissements. Toutes ces réactions également sont chiffrées. Euh, Je lis les autres questions. Quand sera disponible le bouton rouge? Alors, ça devrait arriver là, incessamment sous peu, dans les semaines qui arrivent, dans moins d'un mois en tout cas. Il me semble que c'était ce mois-ci, à la fin du mois. Sinon, tout début avril, ça devrait arriver. Avec d'autres questions sur les participants muets. Alors oui, là, c'est plutôt une question sur un cas spécifique, sur une réunion. Alors, je vous invite à plutôt vous rapprocher de votre support, à ouvrir un ticket pour savoir si quelqu'un s'est introduit dans votre réunion, s'il a plus le contrôle du micro. Je vous invite plutôt à vous rapprocher du support pour pouvoir, pour qu'on puisse investiguer dessus. Donc, évidemment, rassembler les informations qui sont vitales pour notre équipe de support pour pouvoir vous aider, c'est-à-dire le numéro de la réunion, l'heure éventuellement à laquelle la personne a perturbé votre réunion, etc. Euh, Est-ce qu'on est obligé de demander l'adresse postale des intervenants? Non. Lorsque vous avez une inscription, vous pouvez rendre certains champs obligatoires et certains champs facultatifs. Ça, c'est quelque chose que vous maîtrisez lors de la programmation de l'inscription à votre événement. Euh, Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Est-ce que il existe des conventions d'accès avec certains services de renseignement? Pas spécifiquement, non. On n'a aucun accord spécifique. On se contente uniquement de respecter la loi des pays dans lesquels nous nous trouvons et toutes les informations sur les accès des organismes gouvernementaux aux informations partagées par Zoom. Alors, évidemment, on ne partage pas les informations, mais on partage dans notre rapport de transparence le nombre de requêtes qui ont été lancées par les gouvernements et le nombre de requêtes auxquelles on a accédé et celles que l'on a refusées. Euh, alors, on me pose la question où trouver l'authentification. L'authentification, pour pouvoir le paramétrer, il faut d'abord le paramétrer au niveau des paramètres du compte en tant qu'administrateur. Je vois que Samuel est en train d'écrire, Samuel, mon collègue qui est connecté également ici, est en train d'envoyer une réponse et il vous enverra probablement un lien vers notre article de support qui vous permettra de paramétrer cette partie-là. J'ai une question très intéressante. Alors, ma foi, désolé pour les personnes qui n'ont pas compris. Qu'est-ce que le SSO? Le SSO, c'est le Single Sign-On. C'est un système qui va vous permettre de vous connecter qui va vous permettre de vous authentifier euh, depuis une plateforme qui est dans votre maîtrise. Active Directory a des mécanismes, permet du SSO. On a Okta qui est un fournisseur d'identité qui va permettre d'authentifier un utilisateur. Donc typiquement, c'est plutôt que d'utiliser un login mot de passe que vous allez renseigner pour pour chaque fournisseur de service, dont Zoom fait partie, vous allez plutôt utiliser votre compte unique, par exemple Active Directory, votre compte Windows, le compte de votre organisation, pour pouvoir vous connecter à cette plateforme-là. Ce qui est connu dans le grand public, c'est par exemple la connexion quand vous connectez via le bouton se connecter via Facebook ou se connecter via Google. Typiquement, ce sont des exemples de SSO. Vous utilisez votre compte, un compte principal, qui est votre compte habituel, pour vous authentifier sur des plateformes tierces. Euh, Si une intrusion dans une réunion privée a lieu, quels sont les moyens de prendre contact rapidement avec Zoom? Comme je l'ai dit, le moyen le plus rapide, c'est depuis la réunion, signaler l'utilisateur qui s'est connecté à votre réunion.
Ça va mettre, enfin, il y aura, il y aura une signalisation qui sera faite directement auprès de nos équipes d'investigation et on va se charger de faire une investigation. Vous pouvez choisir quelles sont les informations que vous partagez sur votre réunion. Vous pouvez éventuellement partager une capture d'écran si vous le souhaitez de la réunion pour montrer un comportement inapproprié, par exemple. Euh, pour une même réunion, certains peuvent entrer sans problème, alors que pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Alors, certes, c'est possible. Ça va dépendre effectivement de la façon dont vous organisez votre réunion. Encore une fois, la sécurité, c'est toujours un mélange entre la sécurité, en fait, et la partie utilisabilité. Zoom essaie toujours d'avoir la balance euh, la plus utile, en fait, enfin, avoir par exemple un mot de passe systématiquement différent pour chacune de ces plateformes, c'est pas forcément ce qui va renforcer la sécurité, parce qu'en fin de compte, on va se retrouver avec un post-it sur l'écran et il suffit que on prenne une photo de son écran et on verra que tous les mots de passe ont fuité. Donc, l'idée, c'est d'avoir le savant mélange entre sécurisation et utilisabilité. Évidemment, plus on va être sur des réunions confidentielles, plus on va perdre en facilité d'usage, puisqu'il va falloir rajouter des mécanismes d'authentification, des mécanismes de preuve de sécurité. Donc évidemment, il s'agit de faire un savant mélange entre ces sujets-là pour pouvoir pour ne pas casser en tout cas la facilité d'usage de l'outil, dont on s'efforce d'être les pionniers, mais les leaders en tout cas. Mais voilà, c'est simplement essayer d'avoir ce savant mélange également de votre côté. Encore une fois, si parfois il faut continuer, enfin il faut faire de la formation des utilisateurs pour pouvoir faire intégrer les mécanismes de sécurité, en tout cas les nécessités en termes de sécurité. Euh, je regarde notre question. Euh, alors, enfin, je vois des tentatives d'intrusion, des choses comme ça. Alors, effectivement, la première chose à vérifier, c'est que vous avez bien des paramètres de sécurité qui sont bien renseignés. Enfin, encore une fois, si vous avez bien paramétré enfin, vos réunions, il n'y a aucune raison que quelqu'un puisse s'introduire dans une réunion. Souvent, enfin, vraiment, ce qu'on voit le plus souvent, c'est le partage via les réseaux sociaux enfin, de la réunion, des informations de la réunion. Le mot de passe et le lien de la réunion, à partir du moment enfin, à partir du moment où vous publiez l'ensemble de ces informations-là sur un canal public, il faut s'attendre à avoir des rigolos qui se connectent à votre réunion. Je crois qu'on a fait le tour. Ah, non, je vois une autre. Si, pardon. La sécurité des messages du chat, où et comment sont sauvegardés l'historique. Euh, alors, la sauvegarde, enfin, nos sauvegardes sont sauvegardées chez nous, en fait, sur nos serveurs. Tout l'ensemble du contenu est chiffré. Encore une fois, enfin, il y aura le Bring Your Own Key qui va arriver plus tard et qui va vous permettre de transmettre vos propres clés. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Tout est chiffré par Zoom, mais vous avez la possibilité de désactiver la sauvegarde des messages chez Zoom. Comment est-ce que ça se comporte dans ce cas-là? C'est-à-dire que un message reste en zone tampon pendant une semaine effectivement chez nous, et s'il n'est pas délivré dans ce délai d'une semaine aux personnes qui sont destinataires de ces messages-là sont supprimés et la personne ne les recevra pas. Donc c'est un moyen voilà, d'avoir ces historiques enfin, ces historiques qui ne sont pas sauvegardés chez nous. L'autre moyen également, c'est d'activer ce qu'on appelle le chiffrement avancé pour le chat. C'est pas exactement la même chose, mais c'est assez analogue à notre chiffrement de bout en bout. C'est-à-dire que Zoom n'a pas accès à aucun moment à la clé de chiffrement et de déchiffrement des messages. Seuls les participants au chat peuvent avoir accès à ces messages-là. Dans ce cas-là, en fait, on va effectivement stocker sur nos serveurs les messages qui sont chiffrés, et ils seront transmis de façon chiffrée aux participants à la réunion, mais seuls eux seront en capacité de les déchiffrer.
Et donc, effectivement, l'ensemble de ces messages-là sont stockés chez nous. Euh, Est-ce qu'une association peut organiser valablement des votes durant la réunion? Alors, notre module de vote, c'est plutôt un module de sondage que vous allez pouvoir utiliser. Enfin, c'est plutôt à vous de voir quelles sont les contraintes légales en termes d'enregistrement de ces votes-là. Euh, Si on est sur quelque chose de vote à main levée, si un vote à main levée est suffisant, potentiellement ça peut suffire. Mais encore une fois, c'est plutôt à voir avec votre département juridique quelles sont les choses, enfin, quels sont les prérequis légaux à le faire. On travaille avec quelques partenaires qui essayent d'apporter également des solutions intégrées avec Zoom de vote qui, eux, auront une valeur juridique. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, je dis simplement qu'on travaille avec ces acteurs-là. Éventuellement, si on pourra en parler un peu plus par la suite, on n'hésitera évidemment pas à en faire la publicité. Euh, Est-ce qu'une fois la réunion terminée, il est possible de récupérer le nom des participants? Oui. Vous avez dans les inscriptions, enfin, lorsque vous revenez sur votre réunion, vous avez la possibilité de récupérer l'ensemble des participants qui se sont inscrits. C'est d'ailleurs l'intérêt des inscriptions, enfin, lorsqu'on est sur des webinaires, sur des choses comme cela, on peut avoir envie de récupérer les informations pour pouvoir éventuellement pousser du contenu informatif supplémentaire après un webinaire, par exemple. Donc, oui, tout à fait. Vous avez la possibilité de le faire. On a également des mécanismes qui permettent de synchroniser ces données-là avec vos CRM. Donc, si vous utilisez du Salesforce, si vous utilisez autre chose, on a évidemment la possibilité de le faire. Nos API permettent également de faire des intégrations avec des CRM plus exotiques, en tout cas plus rares. Mais effectivement, on a quelques intégrations déjà existantes avec Salesforce, il me semble, avec alors, enfin, je ne sais pas citer d'autres HubSpot. Il me semble qu'on a également des intégrations avec HubSpot. Euh, Est-ce qu'il est envisagé que le chiffrement client s'étende aux réunions web publiques? On... Alors, toutes les réunions, de toute façon, sont chiffrées dès qu'on rejoint une réunion Zoom. Les seuls éléments qui ne sont pas chiffrés, effectivement, ce sont les portions lorsqu'on a un terminal SIP H63 qui, lui, ne supporte pas le chiffrement. Là, on ne sera pas chiffré. Et les réunions par téléphone, enfin les réunions qui sont rejointes par un téléphone, ne sont pas chiffrées pour les participants par téléphone. Tout le reste est chiffré. En revanche, j'imagine que la question devait plutôt porter sur le chiffrement de bout en bout. C'est quelque chose qui est à l'étude. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui a été implémenté, mais c'est quelque chose qui est à l'étude. Voilà. Je pourrais pas m'engager plus que ça pour l'instant. Je dis simplement que nos équipes ont regardé le sujet, mais évidemment, on va plutôt recommander l'usage de notre client lourd qui apporte des garanties en termes de sécurité supplémentaires qu'un navigateur web. Voilà, je crois qu'on a épuisé toutes les questions. Merci à tous d'avoir participé à cette réunion. On n'hésitera pas à vous partager le lien vers l'enregistrement. Alors, il me semble que Charlotte, tu vas plutôt prendre le pas là-dessus et tu auras plus d'informations sur comment est-ce qu'on partage les données par la suite. Bon, une dernière question peut-être avant de vous dire au revoir. Qu'est-ce que le bouton rouge? Le bouton rouge, c'est ce qui va permettre de couper toutes les interactions avec entre l'ensemble des participants si jamais vous avez quelqu'un qui hijack votre réunion. Merci beaucoup à tous et n'hésitez pas à retrouver l'enregistrement qui vous sera fourni par la suite. Merci à tous, bon appétit et bonne journée.